Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'œuvre de Rabelais, Gargantua, et on va étudier le mouvement culturel dans lequel s'inscrit cette œuvre qui est l'humanisme. L'humanisme, c'est un mouvement intellectuel lors de la Renaissance, et la Renaissance commence d'abord en Italie vers le XIVe siècle avec notamment un poète tel que Pétrarque. L'humanisme, qu'est-ce que c'est? On peut déjà un peu définir ce terme. Au Moyen-Âge, il veut dire, et ça se vient du latin humanistas, il sert à désigner en fait les savoirs sur l'homme par opposition au savoir sur le divin, au savoir sacré, donc à la théologie. Et lors de la Renaissance, humanistas va être utilisé pour désigner toutes les œuvres qui ont été écrites par des auteurs latins, comme des poètes, des orateurs, des philosophes, et ces œuvres-là vont être traduites en fait par les humanistes. Donc, pour mieux comprendre ce qu'est l'humanisme, il faut revenir un peu à la naissance de ce mouvement-là et essayer de comprendre quels en sont les principes, les ressorts. Donc déjà, pour les humanistes, au départ, il s'agit d'affranchir le savoir littéraire, les études littéraires, des études théologiques. Puisque au Moyen-Âge, les études littéraires, c'est-à-dire les études qui s'intéressent aux textes littéraires, à l'analyse des textes littéraires, à la compréhension des textes littéraires, à l'interprétation des textes littéraires, est complètement sous le joug des analyses des textes sacrés. Donc, on étudie au Moyen-Âge des textes littéraires pour approfondir la théologie, la compréhension de la religion. Et donc, il s'agit pour les humanistes de séparer en fait l'analyse des textes littéraires de l'interprétation religieuse et théologique. Il s'agit aussi pour les humanistes de s'opposer à l'éducation scolastique qui est en cours au Moyen-Âge parce qu'ils la jugent trop formaliste, donc trop dirigée par la forme, trop stérile, donc parce qu'elle n'est pas assez flexible et néfaste alors, intellectuellement et spirituellement. Et ce caractère néfaste de l'éducation scolastique, on la voit très bien dans Gargantua, lors de la première éducation de Gargantua, qui va en fait être évaluée lors du récit, puisque Gargantua va devoir parler face à un autre jeune homme, et il va être incapable d'émettre le moindre discours cohérent. Je crois que même qu'il se met à pleurer comme une vache. Je crois que c'est cette comparaison-là qui est utilisée, montrant bien en fait l'ineptie et l'échec de cette première éducation scolastique. C'est pourquoi donc cette éducation scolastique, elle est représentée aussi dans Gargantua à travers la forme des Sorbonnards, donc de la Sorbonne, c'est-à-dire cette grande université théologique à cette époque-là qui existe à Paris. Et Rabelais donc va s'attaquer aux Sorbonnards, à la Sorbonne et aux sophistes, sous la forme notamment d'un personnage comique et satirique qui est Jonatus de Bragmardo. Donc Jonatus de Bragmardo, c'est ce personnage qui vient réclamer, qui est mandaté par les Sorbonnards pour réclamer les cloches à Gargantua et qui va lui délivrer un discours complètement inepte, drôle par son ineptie, mais aussi qui va donc montrer que cette éducation scolastique pousse les êtres à recracher un savoir sans le comprendre et aussi à avoir une connaissance du latin qui est plus une connaissance de l'ordre du statut que de la véritable compréhension et de la connaissance. Un peu comme si Jonatus de Bragmardo utilisait le latin sans le comprendre, mais juste parce que ça fait bien et que ce serait convaincant
pour retrouver donc les cloches perdues. Alors, contre donc cette éducation scolastique, les humanistes vont proposer une nouvelle éducation qui est au profit d'un savoir et d'une culture nourris par les œuvres littéraires des poètes et des orateurs et des philosophes de l'Antiquité, donc qui vont s'éloigner de la théologie et des textes sacrés. Cette importance des textes littéraires va l'être d'autant plus grâce à l'invention de l'imprimerie qui va permettre notamment de diffuser plus de savoir, alors surtout aux gens qui peuvent se permettre de prendre le temps de les lire et qui ont l'argent pour les acheter, évidemment, et les connaissances pour les lire, puisqu'il faut savoir lire, ce n'est pas donné à tout le monde à cette époque-là. Et donc c'est ça qui va attiser la curiosité et qui va permettre ce foisonnement intellectuel à cette époque. Et l'imprimerie, comme l'intérêt pour les œuvres littéraires de l'Antiquité, va aussi entraîner ou être entré en résonance avec un nouveau rapport à la lecture des Écritures, et des Écritures saintes, donc par exemple le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, et surtout le Nouveau Testament, puisque au lieu de reprendre des dogmes, de reprendre des interprétations traditionnelles qui sont gravées un peu dans le marbre, les humanistes vont préférer une interprétation renouvelée de ces textes et surtout des interprétations individuelles qui ne passent pas forcément par des institutions comme la Sorbonne. Donc il y a une forme aussi d'autonomie du savoir sur les textes sacrés. Donc tout ça nous ramène à un point très important et un point qui est d'autant plus important pour toi parce que c'est lié au parcours associé à l'œuvre, donc Rire et Savoir, c'est la question du savoir pour les humanistes. Pour les humanistes, il faut savoir que les humanistes déjà se définissent comme des personnes qui éditent des textes de l'Antiquité. Qu'est-ce que c'est un éditeur à cette époque-là? C'est quelqu'un qui va trouver, définir un corpus, définir un texte, qui va définir d'où il vient, de qui il a été écrit, à quelle époque il a été écrit. Donc il y a un travail de recherche, d'archives, et puis qui va surtout le traduire. Donc ils éditent quoi? Bien sûr des textes de l'Antiquité. Donc Rabelais par exemple va traduire, et c'est très important pour comprendre certaines références de son œuvre, il va traduire notamment des écrits liés à la médecine, comme des écrivains tels que des penseurs tels que Galien ou Hippocrate, qui vont notamment être abondamment cités par Rabelais, mais notamment lors de la naissance de Gargantua dans le chapitre 6. Alors évidemment, il s'amuse de ces références-là, ce sont des références savantes, mais qui sont parfois citées à mauvais propos pour amuser. Ils vont aussi mettre en avant, donc les humanistes, un savoir encyclopédique. L'idée, en fait, c'est de faire le tour de tous les savoirs humains sur l'homme, donc les lettres, les arts, les sciences. Et pour eux, elles sont toutes reliées entre elles, c'est-à-dire qu'elles permettent ces dimensions-là du savoir encyclopédique sont très liées entre elles, puisqu'elles permettent d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui fait l'humanité, sur ce qui fait le monde, et de comprendre le monde globalement. Donc de nos jours, nous, on les sépare beaucoup, on sépare les lettres, on sépare les arts, on sépare la science surtout, et il y a très peu de ponts entre. Il faut savoir qu'à l'époque, les humanistes s'intéressent à toutes ces dimensions-là, et pour elles sont complémentaires. Pour eux, elles sont complémentaires. Alors, ils vont même se constituer comme une sorte de république des lettres, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un langage commun qui est le latin à cette époque-là. C'est par le latin qu'on échange, notamment entre personnes qui n'ont pas les mêmes langues vernaculaires. De toute façon, toutes ces personnes-là sont des savants, donc évidemment, elles ont une connaissance et une maîtrise du latin très fine, puisqu'elles traduisent même des auteurs latins.
Et c'est ça qui est très intéressant, c'est comme ces personnes-là ont une langue commune, elles peuvent aussi échanger. C'est par l'échange en fait de livres, de traductions, de lettres qu'elles vont pouvoir améliorer, coopérer pour créer un savoir très fin, très grand, très approfondi. À nouveau, le savoir a un lien très fort avec l'éducation et donc ils vont proposer une réflexion sur l'éducation qui va être mise en récit par Rabelais dans Gargantua, donc cette éducation humaniste qui est dispensée dans le livre par Ponocrates à Gargantua et qui, contrairement à l'éducation scolastique, va elle reposer sur des principes fondamentaux comme le fait que ce soit une éducation ludique, donc par le jeu, qui doit amuser, qui doit être plaisante, qui doit attirer la curiosité, mais aussi une éducation universelle, c'est-à-dire non pas universelle dans le sens où elle serait appropriée pour tout le monde, puisqu'on n'en est quand même pas là chez les humanistes. Voilà, il n'est pas question de dispenser cette éducation à tout le monde, hein, puisqu'il n'y a pas une forme d'égalité face à l'éducation ici, puisque Gargantua est un prince, hein, donc ça justifie le fait qu'il soit éduqué de cette manière-là, mais universelle dans le sens où elle doit s'attacher à tous les savoirs et non pas au savoir seulement théologique. Ponocrates dispense un savoir sur les herbes, sur les jeux, sur le corps, sur la littérature. C'est très foisonnant, hein, ça va dans toutes les dimensions du savoir humain disponible. Et le but en fait de cette éducation humaniste, c'est l'éducation en tout cas du prince, pour faire de Gargantua un roi philosophe. Un roi philosophe par son éducation, qui va l'aider en fait à épanouir le bon potentiel qu'il y a dans tout homme, puisque les humanistes ont cette confiance en l'humanité et en sa nature qui serait pour eux profondément et d'abord bonne. Et c'est pour ça que, par exemple, Ponocrates commence son éducation d'abord en regardant comment Gargantua vit, quelles sont en fait quelle est sa personnalité, quels sont ses potentiels déjà dans sa nature. Et le but de Ponocrates n'est pas d'inhiber, de couper, de renfermer, mais au contraire de venir faire s'épanouir, faire grandir des bons aspects déjà présents naturellement chez Gargantua. Et ça montre aussi la grande confiance qu'ont les humanistes en l'humanité. Autre point très important, notamment pour comprendre Gargantua de Rabelais sur la question de l'humanisme, c'est le rapport à la religion. Certains humanistes sont de ce qu'on appelle de la veine de l'évangélisme. C'est une forme de christianisme qui est épurée, donc auquel on aurait enlevé la plupart de ses dogmes, et qui est fondée sur la lecture de l'évangile et l'étude de l'évangile. Et notamment, dans l'évangélisme, on va répudier, c'est-à-dire qu'on va mettre de côté, dénoncer même, toutes les pratiques jugées superstitieuses. Et donc ces pratiques jugées superstitieuses, elles sont aussi dénoncées dans Gargantua. Donc le culte des saints. Alors ça, est-ce que c'est présent? Oui, peut-être en filigrane, mais pas tant que ça. Mais surtout, on va aussi répudier la thèse de la Vierge Marie, le fait qu'elle serait de l'Immaculée Conception, donc c'est le fait qu'elle aurait eu Jésus en étant vierge, donc sans avoir eu de rapport sexuel avec qui que ce soit. Et on va aussi dénoncer la pratique du pèlerinage. Et ça, c'est
c'est un aspect assez drôle, un épisode assez drôle dans Gargantua, puisque Rabelais donc raconte que Gargantua mange une salade, et dans cette salade se sont perdus des pèlerins, et donc il les avale, et après il les retrouve, et là il les admoneste en leur disant qu'ils n'ont pas bien fait de partir en pèlerinage, donc c'est-à-dire, pèlerinage, qu'est-ce que c'est, j'allais dire une promenade, bon c'est pas une promenade, mais c'est un long voyage à pied vers les terres saintes. Et donc ici, il les admoneste en leur disant qu'ils ont abandonné femmes et enfants pour aucune bonne raison, puisque en allant marcher vers la terre sainte, ils ne produisent rien, ils sont loin de chez eux, etc. Et donc, on voit bien ici qu'avec l'évangélisme, et on voit que Rabelais est proche de ces thèses de l'évangélisme, on a en fait au fond une critique de l'Église chrétienne telle qu'elle est à l'époque, et de ses représentants, notamment les Sorbonnards, à nouveau. Et ce qu'ils vont demander, en fait, c'est un retour aux sources par un travail d'exégèse biblique. Alors, qu'est-ce que c'est l'exégèse? C'est la critique, c'est l'interprétation du texte sacré, c'est la lecture fine et analytique du texte sacré. Et donc, ils vont proposer de revenir aux sources, de revenir au texte de l'Évangile, débarrassé de tous les dogmes et interprétations qu'on y a imposés. Ils vont donc s'opposer à l'Église, et notamment à la puissance de l'Église, qui est à cette époque-là la seule détentrice, entre guillemets, du savoir théologique, du savoir sacré. Et notamment, ils vont s'y opposer en remettant en question les dogmes. Et c'est pourquoi cela, évidemment, va mettre à mal la puissance de l'Église, sa légitimité. Et donc, toutes les personnes qui vont être proches de ces thèses de l'évangélisme vont être persécutées, critiquées, dénoncées par l'Église, et vont même avoir parfois, je dis bien persécutées parce qu'ils vont avoir parfois des gros problèmes. Et les ouvrages de Rabelais vont être interdits par la Sorbonne. Et à cause de cette interdiction de ces ouvrages, ça le met quand même dans une grande difficulté et dans une grande forme d'insécurité, et donc il va même devoir s'exiler à Metz. Dernier point sur l'humanisme et Rabelais, c'est son rapport aux humanistes de son temps, et notamment il se définit comme un fils spirituel d'un grand humaniste de l'époque qui s'appelle Érasme, et on le voit à la fois dans deux thèmes très importants dans l'œuvre, qui est le thème de l'éducation, puisque l'éducation du prince, en fait, ce sont des thèses qui viennent d'Érasme, qui a écrit un ouvrage sur l'éducation du prince chrétien. Je ne reviens pas sur les principes, puisque je les ai déjà donnés juste avant. Et puis, le thème de la guerre. Pour Érasme, donc tout l'épisode autour de Picrocole, de Grand Gousier, de la guerre autour des Foisses, etc., du frère Jean, donc tous ces épisodes qui reprennent en fait des thèmes autour de notamment du roman chevaleresque sont aussi des occasions pour Rabelais de mettre en récit les thèses d'Érasme sur la guerre et de faire réfléchir en fait à la guerre. Érasme écrit un ouvrage qui s'appelle Dulce Bellum, et il entretient en fait une position pacifiste, puisque pour lui, la guerre entre chrétiens, et là c'est ce dont il est question entre Grand Gousier et Picrocole, ce sont deux rois chrétiens. La guerre entre rois chrétiens est en fait une forme de blasphème, de crime, puisque pour Érasme, comme tous les chrétiens sont frères, de par leur religion, de par leur lien à Dieu, et bien quand ils se font la guerre, déjà il y a une histoire presque de fratricide, mais surtout de guerre civile, puisque c'est comme si on faisait tous partie du même royaume de Dieu. Et donc, cette guerre-là, elle devient presque contre nature.
elle devient inexplicable et inadmissible. Et c'est bien ça dont il est question dans l'épisode avec Picrocole, et cela explique pourquoi Grangousier essaye de tout faire pour éviter la guerre alors qu'il est lui-même la première victime, si on veut, de la guerre, et qu'on pourrait penser il faut qu'il protège son royaume et donc il est tout à fait légitime de proposer la guerre, mais non, pas du tout. Grangousier, sa première réaction, et celle de Gargantua aussi, c'est d'abord de trouver la paix, même s'il a été en premier lieu violenté, enfin son royaume a été violenté par Picrocole, qui devrait donc son ennemi. Et cela explique aussi la grande mansuétude de Gargantua à la fin de l'épisode guerrier avec Picrocole, quand il relâche les soldats de Picrocole et les renvoie chez eux avec grande magnanimité. C'est aussi cette recherche de la paix. Gargantua, pourquoi est-ce qu'il se montre généreux? C'est parce qu'il estime qu'en se montrant grandiose dans sa générosité, il rend possible une paix durable, puisqu'il n'y aura pas de velléité de vengeance. Donc voilà, j'espère que ces différents éléments sur l'humanisme te permettront de mieux lire l'œuvre de Gargantua. Il y a évidemment plein d'autres choses à dire sur l'humanisme, c'est un sujet très très vaste, mais là je voulais déjà te donner quelques éléments. Et je te conseille d'aller voir mes autres vidéos sur Gargantua si tu veux continuer à approfondir ta lecture.